Pendant des siècles, le génie de Léonard de Vinci a semblé presque surnaturel. Mais aujourd'hui, les scientifiques ont enfin séquencé son ADN et leurs découvertes sont stupéfiantes. Cachés dans ses gènes se trouvent des indices sur sa vision hors du commun, ses particularités physiques singulières et un secret que l'Église a tenté d'enfouir pendant 500 ans. Son génie était-il inné ou acquis? Restez avec nous car ce que révèle son ADN bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur l'homme derrière la Joconde. Pendant des siècles, Léonard de Vinci a été célébré comme l'incarnation même du génie, le peintre, l'inventeur, le visionnaire dont l'art semblait vibrer d'une perfection divine. Mais lorsque les chercheurs modernes ont commencé à l'étudier non comme une légende, mais comme un modèle vivant, ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. Ces peintures n'étaient pas de simples triomphes créatifs, mais des constructions précises et délibérées, imprégnées de motifs et d'anomalies qui défiaient les limites de la perception humaine. Sous leur apparence de beauté se cachaient les empreintes d'un homme qui voyait le monde, non pas en images, mais en équations. Ce qui a le plus surpris les historiens de l'art, c'est la manière systématique dont Léonard dissimulait son savoir à la vue de tous. Dans les coupes de pinceau de la scène des scientifiques, on décelait des séquences du nombre d'or correspondant à des plans architecturaux tirés de ses carnets inédits. Dans la Vierge au rocher des analyses infrarouges, on révélait des grilles géométriques invisibles à l'œil nu, des calculs minutieux, guidant chaque courbe et chaque ombre. Chaque composition n'était pas le fruit d'une inspiration spontanée, mais d'une expérimentation contrôlée. Le monde de l'art comprit que ces œuvres n'étaient pas de simples peintures, mais des créations élaborées. Même ces croquis révélaient des signes d'une démarche bien plus profonde que la simple curiosité artistique. Dans ses études d'anatomie, il disséquait des cadavres humains avec une précision rivalisant avec celle des chirurgiens modernes. Il dessina la structure spirale d'une coquille à côté de schémas de galaxies, suggérant ainsi sa compréhension de la symétrie naturelle à l'échelle cosmique. Ces carnets écrits à l'envers et en écriture miroir furent pendant un temps considérés comme une excentricité, mais des analyses récentes indiquent que cette écriture inversée lui permettait d'intégrer des formules scientifiques à ses études artistiques. Il ne se contentait pas de documenter le monde visible, il y dissimulait des découvertes. Il y avait aussi l'étrange constance de son obsession pour la vision elle-même. Léonard écrivait que l'œil est le miroir de l'âme, mais ses notes révèlent une motivation plus profonde. Il croyait que la vue était une porte d'entrée vers la compréhension des lois de la réalité. Ses premières expériences d'optique ont démontré qu'il comprenait la réfraction de la lumière des siècles avant Newton. Il a conçu des miroirs convexes capables de focaliser des faisceaux lumineux pour allumer des feux et des prismes qui pouvaient décomposer la lumière en couleurs avant même que le concept de spectre n'existe. C'était comme s'il tentait de recréer le mécanisme même de la création de la lumière à la vie, puis à la conscience. Il y a ensuite les anomalies. Lorsqu'on a projeté de la lumière ultraviolette sur la Joconde, les analystes ont décelé de faibles esquisses sous-jacentes une seconde figure glissée sous la surface effacée par Léonard lui-même. Ce portrait fantomatique ne correspondait à aucun de ces modèles connus. Certains théoriciens pensent qu'il s'agissait d'une expérience de perception, un test visant à déterminer si des images cachées pouvaient influencer inconsciemment les spectateurs. Les neurosciences modernes ont depuis confirmé que des données visuelles superposées peuvent influencer les émotions humaines sans que l'on en ait conscience. Si cela s'avère exact, Léonard de Vinci aurait découvert la manipulation psychologique par l'art des siècles avant l'existence de la psychologie. Ces journaux évoquent également un phénomène étrange qu'ils nommaient « mouvement de l'âme ». Ils croyaient que les couleurs, les formes et les proportions
pouvaient déclencher des réactions biologiques que certaines courbes pouvaient ralentir le rythme cardiaque, tandis que d'autres pouvaient induire un malaise. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes disent ressentir un calme inexplicable devant la Joconde. Des études biométriques récentes menées au Louvre ont révélé des variations mesurables du rythme cardiaque chez les visiteurs, un effet qu'aucune autre peinture ne produit. S'agit-il d'un hasard ou d'un choix délibéré? Le mystère ultime réside dans l'alignement de ces œuvres. Reporter sur une carte les coordonnées des lieux d'exposition originaux de plusieurs de ces tableaux majeurs forment un motif géométrique centré près de Vinci, sa ville natale. Certains pensent qu'il s'agissait de sa signature cachée, un code spatial, reliant ses créations à un dessin global. Si cela s'avère exact, chaque toile, chaque esquisse, chaque plan architectural pourrait faire partie d'un seul et même projet inachevé, qui s'étend bien au-delà de l'art et touche à des domaines que nous commençons à peine à appréhender. Et si les peintures de Léonard n'avaient jamais été conçues comme de l'art, mais plutôt comme les pièces d'une équation que nous n'avons pas encore résolue? Poursuivez votre lecture pour découvrir la suite du mystère. La tombe disparue de l'histoire. Lorsque les fils des dessins secrets de Léonard de Vinci commencèrent à se dessiner, les érudits se tournèrent naturellement vers la question qui hantait l'histoire depuis des siècles. Où était son corps? Si son esprit avait laissé des indices, peut-être ces restes recelaient-ils encore la dernière pièce de son équation secrète. Mais la recherche de sa tombe n'aboutit pas à une découverte, mais à une disparition. Entre les faits avérés et le chaos révolutionnaire, la sépulture de Léonard de Vinci s'était tout simplement volatilisée. Il fut inhumé en 1519 dans la chapelle Saint-Florentin d'Amboise, un édifice censé préserver sa mémoire pour l'éternité. Pourtant, moins de 3 siècles plus tard, cette même chapelle disparut. Pendant la Révolution française, des émeutiers la démantelèrent. Pierre par pierre, ses murs furent dépouillés, ses cryptes vidées, ses reliques dispersées. Les archives de l'époque mentionnent des pillages de bijoux et de plaques de bronze dans les tombeaux, mais aucune ne fait mention de celui de Léonard de Vinci. Sa tombe fut engloutie par la destruction, ses ossements introuvables. C'était comme si la terre elle-même avait conspiré pour l'effacer. Mais un indice persistait. La tradition orale locale évoquait des moines qui, pressentant le sort funeste de la chapelle, en auraient secrètement emporté plusieurs vestiges avant sa démolition. Parmi les noms murmurés figurait celui du Grand Florentin. Pendant des décennies, les historiens ont considéré cela comme une légende. Tout changea en 1863, lorsque l'archéologue français Arsène Hussé mit au jour dans les ruines de Saint-Florentin un squelette au crâne fracturé aux mains anormalement grandes et portant une inscription sur pierre des initiales LDV. Les restes furent discrètement transférés à Saint-Hubert-Chappé, non loin de là. Pourtant, faute de preuves, le mystère s'épaissit. S'agissait-il réellement des ossements de Léonard de Vinci ou d'un autre corps inséré pour perpétuer la légende? Ce qui compliquait encore la situation, c'était l'étrange absence de correspondance officielle de la part de ceux qui connaissaient son lieu de sépulture. Le roi François Puyre dernier, mécène et confident de Léonard, laissa des inventaires détaillés des biens de l'artiste, mais ne fit aucune mention de sa tombe. Même son apprenti Francesco Melzi, qui hérita de ses papiers, évoqua seulement un lieu de repos digne de sa grandeur. Pourquoi un tel flou? Certains chercheurs pensent que ces mécènes ont intentionnellement obscurci les détails pour empêcher les pilleurs de tombes. D'autres soupçonnent une manœuvre plus délibérée, voire une mise en scène de l'inhumation. L'analyse médico-légale moderne des restes de Saint-Hubert n'a fait qu'épaissir le mystère. Les tests ADN effectués sur de petits fragments d'os dans les années 2000 ont généralement donné des résultats non concluants.
La dégradation était importante et la contamination généralisée. Mais des analyses isotopiques ont révélé des traces de minéraux originaires, non pas de France, mais d'Italie centrale. Cela a soulevé une possibilité stupéfiante. Les restes de Léonard de Vinci auraient pu être secrètement rapatriés dans son pays natal. Des archives italiennes du XVIe siècle font état d'un envoi anonyme de reliques arrivées à Florence peu après la mort de Léonard de Vinci, marqué seulement du symbole d'un miroir, l'un de ses emblèmes personnels. La théorie a pris une tournure plus inquiétante lorsque les historiens ont remarqué que les ordres de démolition de Saint-Florentin étaient signés par un parent du cardinal Giuseppe Borelli, nom qui fut plus tard associé aux archives secrètes du Vatican. S'agissait-il d'une tentative concertée pour dissimuler quelque chose dans la dépouille de Léonard? Une anomalie génétique peut-être, ou des preuves matérielles de ces recherches interdites. Certains suggèrent que des groupes religieux craignaient ce que l'étude scientifique de son corps aurait pu révéler, surtout si ses caractéristiques physiques contredisaient les conceptions admises de la création divine. Des relevés géoradars récents, effectués sous les fondations de l'emplacement de la chapelle originelle, ont révélé une cavité inhabituelle, une chambre scellée restée intacte malgré les travaux. L'autorisation de fouiller cette chambre est toujours en attente conformément à la législation française sur le patrimoine, mais les chercheurs pensent qu'elle pourrait contenir soit les objets manquants de la sépulture de Léonard de Vinci, soit des documents expliquant son mystérieux déplacement. Pour l'instant, la chambre demeure intacte, son contenu enfoui sous des siècles de silence. La disparition de la tombe de Léonard de Vinci n'était pas un hasard, mais un effacement, une purification des traces aux confins de la mémoire collective. Si son art recelait un secret, sa dépouille, disparue, en renferme peut-être un autre, un secret que certains ont tout fait pour dissimuler. Qu'a donc emporté Léonard dans sa tombe? Un secret que le monde n'a toujours pas le droit de voir. Venez explorer avec nous les recoins cachés de cette histoire. Les lignées du génie oublié. Le mystère des ossements disparus de Léonard de Vinci a contraint les scientifiques à chercher sa présence ailleurs, non dans les tombeaux, mais dans le sang. Si son corps avait disparu, sa lignée pouvait encore murmurer où il était allé. La question n'était plus de savoir où il reposait, mais qui perpétuait son souvenir. Et cette simple question a relancé une quête séculaire à travers les archives italiennes, village après village, nom après nom. Tout a commencé discrètement à Florence. Deux historiens italiens, Alessandro et Agnese Sabato, ont découvert par hasard un fragment d'acte du XIVe siècle mentionnant un notaire nommé Michel da Vinci, un ancêtre bien antérieur au père de Léonard. Ce bout de parchemin est devenu le premier fil d'un labyrinthe généalogique qui s'est étendu sur 6 siècles. Pour retracer la lignée de Léonard, il leur faudrait reconstituer un arbre généalogique fragilisé par les guerres, les migrations et la lente dégradation du papier. Ils passèrent des années à éplucher les registres paroissiaux si fragiles qu'ils s'effritaient au moindre contact. Des familles entières avaient disparu des archives officielles après des épidémies de peste, ne laissant que de vagues initiales sur les listes de baptême. Pourtant, des schémas ont commencé à se dessiner des noms récurrents. Piero Antonio Bartolomeo se transmettait de génération en génération comme des échos génétiques. En 2016, les chercheurs ont pu retracer une lignée paternelle ininterrompue depuis l'arrière-grand-père de Léonard jusqu'à nos jours. Leurs découvertes les ont stupéfiés. 14 hommes vivants dispersés en Toscane, en Émilie-Romagne et en Ligurie portaient la même signature du chromosome X que Léonard de Vinci aurait hérité de son père. Ses descendants étaient des citoyens ordinaires, un boulanger à Vinci, un serrurier près de Bologne, un agriculteur cultivant des oliveraies aux abords de Florence.
Aucun ne connaissait ses origines, aucun ne prétendait avoir le génie dans le sang. Pourtant, leurs cellules contenaient le même code chromosomique qui a jadis façonné les plus grands esprits de la Renaissance. Pour le confirmer, des généticiens du projet ADN Léonard de Vinci ont prélevé des micro-échantillons de salive et de cheveux. Le séquençage comparatif a révélé une portion d'ADN X quasi identique chez les 14 hommes, ce qui concorde avec un ancêtre masculin commun remontant précisément au milieu du 15e siècle. La probabilité d'une telle correspondance par hasard était inférieure à 1 sur 1 milliard. Pour la première fois de l'histoire, les scientifiques pouvaient étudier le génome de Léonard de Vinci sans profaner une tombe. Cette découverte a transformé son mystère, passant de la spéculation historique à l'investigation biologique. Grâce au séquençage de nouvelles générations, les chercheurs ont commencé à reconstituer des segments du code génétique ancestral de Léonard de Vinci, notamment les gènes responsables de la perception de la précision motrice et même de la morphologie faciale. Il ne s'agissait pas de clonage, mais de décryptage du plan de l'évolution. Le projet s'est rapidement associé à des anthropologues afin d'examiner la persistance de certains traits héréditaires. Un descendant orfèvre d'Empoli fit preuve d'une ambidextrie et d'un raisonnement spatial exceptionnel, peut-être de faibles échos du maître lui-même. Mais les révélations du projet dépassèrent le cadre scientifique. D'anciens titres de propriété mis au jour par les saboteurs indiquèrent que plusieurs parents de Léonard de Vinci possédaient des ateliers le long d'anciennes routes commerciales reliant la Toscane à l'Europe du Nord. Un atelier était spécialisé dans les lentilles en verre fin, un autre dans les outils mécaniques utilisés pour la gravure. Ces métiers se reflétaient la fascination de Léonard de Vinci pour l'optique et la mécanique qui l'avait accompagné toute sa vie, suggérant que son génie n'était peut-être pas apparu isolément, mais plutôt comme l'héritage de générations d'inventeurs discrets. Pourtant, des questions demeuraient. Comment une lignée si minutieusement retracée a-t-elle pu rester cachée si longtemps? La réponse se trouve dans un testament du XVIIe siècle appartenant à un marchand vincien nommé Carlo da Vinci. Il y écrit que sa famille ne porte plus ouvertement la marque. Les historiens interprètent cette marque comme une référence au sceau da Vinci, un triangle symétrique retiré des documents à l'époque où toute association avec Léonard de Vinci pouvait éveiller les soupçons de l'Église. Ses descendants ont survécu en effaçant son nom du leur. Aujourd'hui, ces 14 hommes restent largement anonymes, tenus au secret professionnel par des accords protégeant leur identité. Leur ADN est conservé dans des biobanques scellées conformément à la législation européenne sur le patrimoine culturel. Seul un fragment des résultats du séquençage a été rendu public. Mais même ce fragment a confirmé ce que les chercheurs soupçonnaient depuis longtemps. L'héritage génétique de Léonard de Vinci n'a jamais disparu. Il s'est simplement retiré dans l'oubli, attendant que la science le redécouvre. Si son sang encore vivant pouvait être retrouvé après 5 siècles de silence, que révélerait-il une fois entièrement décrypté? Laissez-nous vous guider vers ce que personne n'aurait imaginé. Lorsque les échantillons génétiques des descendants de Léonard de Vinci arrivèrent au laboratoire de Florence, les données affichées sur les écrans semblaient presque irréelles. Le premier séquençage révéla bien plus qu'une simple généalogie familiale. Elle a révélé l'architecture même de la pensée. Les scientifiques s'attendaient à une ascendance ordinaire du 15e siècle. Ils ont découvert au contraire des signatures moléculaires associées à une perception accrue et à une communication neuronale exceptionnellement rapide. Le génie de Léonard de Vinci, il s'est avéré reposer sur des fondements biologiques dissimulés dans des brins de code microscopiques. La découverte la plus frappante concernait les régions cérébrales impliquées dans le traitement visuel. Une combinaison rare d'allèles sur les gènes OPN et NR2B
suggérait que Léonard pouvait percevoir des variations subtiles de lumière et de couleur dépassant les capacités humaines normales. En termes modernes, il possédait peut-être une forme de tétrachromie accrue, la capacité de distinguer des millions de nuances supplémentaires par rapport à l'œil humain. Cela expliquerait son obsession pour la perspective atmosphérique. La douce atténuation de la lumière qu'il maîtrisait des siècles auparavant la physique de l'optique était alors comprise. Chaque nuance de la Joconde a peut-être été peinte par un homme qui voyait littéralement ce que les autres ne pouvaient pas. L'analyse neurogénétique a apporté une autre révélation. Des mutations liées à une plasticité synaptique supérieure, notamment au niveau des gènes BDNF et DRD4, ont indiqué un cerveau qui se remodelait continuellement. Contrairement à la plupart des adultes dont la capacité d'adaptation neuronale décline avec l'âge, l'esprit de Léonard de Vinci serait resté flexible jusqu'à un âge avancé, se réorganisant et renforçant constamment de nouvelles connexions. Les témoignages de l'époque le décrivent apprenant l'anatomie, l'hydraulique et la mécanique du vol simultanément. Son génome a désormais prouvé que cette capacité cognitive multitâche n'était pas seulement un talent, mais bien une caractéristique biologique. Les chercheurs ont également constaté des anomalies liées à l'intégration intersensorielle, une base génétique plausible pour la synesthésie. L'analyse de ses carnets de notes mentionne qu'il entendait les couleurs et voyait l'harmonie. Les séquences d'ADN responsables de la superposition audiovisuelle correspondent à celles retrouvées chez des artistes et compositeurs contemporains qui présentent une perception hybride. Le génie de Léonard de Vinci n'était pas seulement analytique, il était multisensoriel. Il interprétait la géométrie comme un son, l'anatomie comme un rythme, la lumière comme un mouvement, une fusion qui lui permettait de concevoir des machines à partir de rapports musicaux et de peindre des émotions à partir de courbes mathématiques. Au-delà de la perception des fragments de son génome reconstitué, ont révélé des traces d'une coordination ambidextre, des variations du gène LRRTM. Un associé à une dominance hémisphérique équilibrée concordait avec sa capacité avérée à dessiner d'une main tout en écrivant de l'autre. Ce double contrôle était peut-être plus qu'un simple tour de force. Il lui permettait d'accéder simultanément au raisonnement analytique et intuitif. Chaque croquis semblait être une conversation entre deux hémisphères d'un même esprit, la logique sculptant l'imagination en temps réel. Puis surgit un mystère encore plus profond, un ensemble de mutations mitochondriales liées à un métabolisme énergétique cérébral exceptionnellement efficace. Les neuroscientifiques en conclurent que les neurones de Léonard consommaient probablement l'oxygène de manière plus économe, lui permettant de maintenir sa concentration pendant de longues périodes sans fatigue. Les témoins historiques ont souvent rapporté qu'il pouvait travailler des jours durant, ne dormant, ni ne mangeant presque rien, ne s'arrêtant que pour griffonner de nouvelles idées. Sa biologie corroborait la légende, l'endurance était inscrite dans ses cellules. La reconstitution remettait également en question les idées reçues sur les émotions et l'empathie. L'expression de gènes liée à une activité accrue des neurones miroirs suggérait un individu capable d'une profonde résonance émotionnelle, mais aussi de détachement lorsque cela s'avérait nécessaire. Cette dualité explique comment Léonard pouvait disséquer des cadavres pour étudier l'anatomie, tout en écrivant avec tendresse sur la dignité de la vie. Sa compassion et sa froide précision n'étaient pas contradictoires, mais des fonctions complémentaires d'un équilibre neurologique complexe. Finalement, la modélisation bioinformatique a permis aux artistes et aux experts médico-légaux de réaliser la reconstitution numérique du visage de Léonard de Vinci, la plus précise jamais effectuée. À partir de marqueurs phénotypiques issus du génome, ils ont produit une image tridimensionnelle,
révélant une subtile asymétrie au niveau des yeux. L'un vert, l'autre brun, et une légère inclinaison vers la gauche caractéristique d'une personne ayant l'habitude d'écrire dans un miroir. Tandis que la simulation s'affichait à l'écran, les chercheurs ont décrit un moment de silence collectif. 500 ans plus tard, Léonard de Vinci se retournait sur son passé. Mais si son ADN pouvait reconstituer son visage et expliquer son génie, pouvait-il aussi révéler ses peurs ou ce qu'il avait caché au monde qui lui avait succédé? Restez avec nous pour découvrir la suite. Les pages interdites sous le Vatican. Le projet Génome avait permis de comprendre comment Léonard de Vinci voyait le monde, mais pas pourquoi des traces de son ADN apparaissaient sur un parchemin scellé, conservé profondément sous la bibliothèque vaticane. Tout a commencé lorsque des chercheurs ont comparé les empreintes moléculaires de la reconstitution avec des résidus anciens, répertoriés dans des documents de la Renaissance. Un fragment daté de 1523 présentait une correspondance génétique parfaite. Le document n'était pas seulement ancien, il était personnel. Caché dans les archives secrètes de la bibliothèque, la page décrivait des expériences menées par Léonard de Vinci durant les derniers mois de sa vie après la fin de ses commandes publiques. Le texte écrit dans la même écriture en miroir que ses carnets relatait des expériences sur ce qu'il appelait la soglia dell'anima, le seuil de l'âme. Il avait mesuré de faibles impulsions électriques chez les mourants, notant des fluctuations qui coïncidaient avec le dernier souffle. Pour lui, il ne s'agissait pas de signes mystiques, mais de schémas de preuve que la conscience pouvait obéir aux lois physiques. Un cardinal du nom de Giuseppe Borelli ordonna que ces écrits soient mis sous scellé peu après la mort de Léonard de Vinci. Des notes de l'Église exhumées en 2022 confirment la panique que ces observations provoquèrent. Si ces données avaient été prouvées, elles auraient remis en cause des siècles de doctrines séparant le mortel du divin. Au lieu de les brûler, le Vatican les cacha dans un coffre doublé de plomb, préservant ainsi l'autorité de l'Église et le nom de Léonard de Vinci. Lorsque la correspondance ADN fut établie, les archivistes du Vatican accordèrent discrètement un accès limité aux documents. Les découvertes des enquêteurs étaient glaçantes, des croquis marginaux de poumons mécaniques et des schémas annotés de cœurs redémarrant sous l'effet de chocs électriques contrôlés des siècles avant la découverte de l'électricité. Léonard de Vinci semble avoir expérimenté la réanimation non par blasphème, mais par curiosité quant à la frontière entre la vie et la conscience. Cette révélation semblait confirmer les craintes de l'Église. Si Léonard de Vinci avait entrevu la preuve que la conscience pouvait être activée comme un mécanisme, la foi elle-même en aurait tremblé. Quels autres secrets demeurent scellés sous ces couloirs de marbre et qui osera les ouvrir ensuite? Restez avec nous tandis que les secrets s'assombrissent encore. L'homme à l'abri de la peste. Les documents scellés du Vatican avaient révélé l'obsession de Léonard de Vinci pour la frontière entre la vie et la mort. Pourtant, un mystère restait entier, ses écrits, ne faisant qu'effleurer la surface. Comment avait-il survécu aux vagues incessantes de maladies qui décimaient des générations entières? Tandis que ses contemporains succombaient à la peste, les archives montrent que Léonard de Vinci arpentait sans crainte les rues infectées, croquant les visages des mourants. Ce qui le protégeait restait un mystère jusqu'à ce que son génome révèle la vérité. L'analyse génétique des séquences immunitaires de son ADN reconstitué a révélé une mutation rare dans les gènes CCR5 et HLA-DRB. Un des variants que la médecine moderne associe à la résistance aux infections bactériennes et virales. Ce bouclier biologique pourrait expliquer pourquoi il a survécu indemne aux épidémies qui ont ravagé Florence, Milan et Venise. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'immunité. Des historiens milanais ont mis au jour une série de carnets initialement présentés à tort, comme des inventaires municipaux.
Il contenait des cartes précises des croquis de quartiers touchés par la maladie et des notes énigmatiques intitulées « De contagione et salute populi » sur la contagion et la santé publique. Ces pages ont prouvé que Léonard de Vinci ne se contentait pas d'observer, mais qu'il étudiait le comportement des épidémies des siècles avant l'avènement de l'épidémiologie. Ces notes décrivaient des modes de transmission qui anticipaient la théorie des germes, l'air contaminé par le contact et la chaleur se propageant d'homme à homme, comme le vent d'une fournaise à un champ. Il recensait les décès maison par maison, allant jusqu'à calculer les taux d'infection avec une précision mathématique. Et tandis que le monde priait, Léonard de Vinci menait ses expériences. À l'aide de linges imbibés de vinaigre et d'herbe, il mit au point des méthodes de stérilisation rudimentaires qu'il testa sur des plaies de patients hospitalisés à Milan. Une expérience parmi d'autres le frappa particulièrement. Il y décrivait une opération consistant à appliquer sur des égratignures ouvertes sur son propre bras du sang de survivants de la peste dilué dans du vin. Contre toute attente, il est resté indemne. Les généticiens pensent aujourd'hui que son profil immunitaire unique a neutralisé les bactéries avant même l'apparition des symptômes. En réalité, Léonard de Vinci avait découvert par hasard le principe de la vaccination près de 400 ans avant sa redécouverte. Pourtant, ce qui le poussait à de telles extrémités n'était pas l'arrogance, mais la conviction. La croyance que la maladie obéissait à des lois qu'on pouvait apprendre et maîtriser. À ses yeux, comprendre l'infection revenait à décrypter la vie elle-même. Si son corps a pu résister à l'une des épidémies les plus meurtrières de l'histoire, quelles autres limites de la mortalité a-t-il pu franchir discrètement? Suivez attentivement le dévoilement progressif de ce mystère. Le plan d'un surhomme. Plus les scientifiques décryptaient son existence, plus il apparaissait moins comme un homme de son temps que comme une anomalie biologique. Une convergence de caractéristiques génétiques rares, comme si la nature elle-même en était à l'origine. Ce qui avait commencé comme la curiosité d'un historien de l'art s'était transformé en une enquête sur l'expérience la plus extraordinaire de l'évolution. Lorsque les chercheurs ont mis en parallèle toutes les anomalies génétiques, sa flexibilité neuronale, sa résistance aux infections, son amplification sensorielle et son endurance hors du commun, ils ont découvert un schéma qui défiait toute probabilité. Chaque mutation était rare prise individuellement. Ensemble, elles formaient une combinaison si improbable statistiquement qu'elle ne pouvait se produire que dans moins d'une naissance sur 10 millions. Le corps de Léonard n'était pas seulement résistant, il était optimisé. Son métabolisme lui permettait d'oxygéner l'oxygène avec une efficacité accrue, ce qui lui assurait une acuité intellectuelle constante pendant des jours sans fatigue. Sa composition musculaire, caractérisée par un pourcentage anormalement élevé de fibres musculaires lentes, privilégiait la précision à la force brute. Une anatomie idéale pour un dessinateur, un ingénieur et un chirurgien, le tout en une seule personne. Mais ce qui a le plus surpris les chercheurs ne se situait ni dans son cerveau, ni dans son système immunitaire. C'était enfoui dans le code génétique qui régit la longévité. L'ADN reconstitué a révélé une mutation du gène FOXO, trop longtemps associé à une durée de vie cellulaire prolongée et à une résistance au stress oxydatif. Cela pourrait expliquer comment Léonard de Vinci est resté productif jusqu'à un âge avancé, alors que ses contemporains succombaient au déclin mental et physique. Des lettres historiques le décrivent comme infatigable, travaillant par tous les temps, nuit et nuit, avec une concentration inébranlable. Sa biologie l'avait discrètement préservé du temps. Des recherches plus approfondies sur ses gènes et des récepteurs de dopamine ont révélé un autre secret, une régulation accrue du circuit de la récompense. Concrètement, le cerveau de Léonard était programmé pour une curiosité insatiable. Son sentiment d'accomplissement ne provenait pas de la réalisation d'un objectif, mais de la découverte. C'est peut-être pourquoi il a laissé des centaines d'œuvres inachevées.
Sa satisfaction résidait dans la recherche, non dans le résultat. Au regard de son ADN, il ne s'agissait pas d'indécision. Il s'agissait d'une pulsion neurologique irrésistible d'exploration. Les scientifiques la décrivaient comme une curiosité biologique inscrite dans la chair. La cartographie génomique comparative a également révélé des traces d'ascendance méditerranéenne et d'Asie centrale, dévoilant un héritage plus complexe que ce que l'on croyait jusqu'alors. Sa mère Katrina, longtemps considérée comme une paysanne locale, pourrait descendre d'une lignée de voyageurs ou d'érudits venus d'Anatolie, région réputée pour sa diversité génétique. Cette fusion de lignées génétiques pourrait avoir contribué à sa résilience hybride synthèse de traits issus de populations éloignées qui se sont rencontrés chez un individu improbable. Même ses mécanismes de réparation cellulaire semblaient supérieurs. Des fragments liés à une activité accrue de la télomérase suggéraient un ralentissement du vieillissement cellulaire. En termes modernes, le corps de Léonard se régénérait plus vite et se détériorait plus lentement, ce qui lui permettait de maintenir une concentration et une précision bien au-delà des limites humaines normales. Chaque découverte renforçait la même conclusion inébranlable. Il n'était pas un miracle de l'art, mais de la biologie. Pourtant, malgré les merveilles de son code génétique, les chercheurs y ont découvert une dimension profondément humaine. Parmi les données se trouvaient des traces des mêmes vulnérabilités qui façonnent chaque vie des gènes, liées à la mélancolie, à l'hypersensibilité et à l'insomnie. Les récits historiques confirment cette hypothèse. Léonard s'isolait souvent pendant des jours, ne peignant que sous l'inspiration rongée par une agitation inexplicable. Son génie, semble-t-il, s'était forgé au prix de l'isolement d'un esprit trop éveillé pour jamais trouver le repos. Une fois le projet de séquençage achevé, les scientifiques réalisèrent qu'ils n'avaient pas seulement décrypté la figure historique, mais qu'ils avaient cartographié le point de rencontre entre créativité et évolution. L'ADN de Léonard de Vinci racontait l'histoire d'un homme qui incarnait le futur des siècles avant son avènement, offrant un premier aperçu de ce que l'humanité pourrait devenir par dessein ou par destin. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Que le génie de Léonard de Vinci ait pu être d'ordre biologique, que ses expériences aient exploré des territoires inexplorés, ou que son ADN recèle encore des secrets inexplicables,